La Conférence nationale des forces vives de la nation a mis en lumière les luttes politiques dans un contexte de conflit et a accouché d'un nouvel ordre politique. Mais pourquoi que politique? 35 ans après, si on est d'accord que la Conférence nationale a posé les bases de la trajectoire actuelle de la nation, mon invité du jour déplore et révèle des failles et jette l'anathème sur ce choix du tout politique. Arsène Fado, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis très heureux d'être là. Présentez-vous un peu plus en détail. Oui, merci. On m'appelle Arsène Fado. Je suis expert industriel et financier. Je suis notamment spécialisé dans le financement des industries et très passionné par le développement industriel de mon pays, le Bénin, et du continent africain. Alors, 35 ans après la conférence des forces vives de la nation de 90, vous reprochez que les assises de la conférence n'aient été qu'à visée politique, alors que le contexte même de l'initiative englobait autant les problèmes politiques que la faillite économique, en plus d'autres réalités qui paralysaient carrément la nation. Exactement. C'est vraiment le fond de ma pensée. Et effectivement, il faut d'entrée de jeu reconnaître que la conférence de 1990 est un joyau pour le Bénin. C'est un bijou. Toutefois, malgré cela, il importe que nous prenions un peu de recul pour remarquer que le contexte dans lequel s'est tenue cette conférence a occulté un pan très important qui était le pan, l'aspect économique, qui n'a pas du tout, pour lequel il n'y a pas eu, on n'a pas dessiné de trajectoire. Et pour ma part, je pense que c'est un aspect très important qui a été occulté et qui aujourd'hui se révèle à nous. Et malheureusement ou heureusement, nous devons maintenant nous y pencher, on va dire. Mais qu'est-ce que vous proposez alors? Je pense que... Ou qu'est-ce qui aurait dû être fait? Voilà, c'est la véritable question. Oui. Déjà, il faut reconnaître que dans des situations pareilles, on essaye de parer au plus pressé. Déjà, on a réglé un problème conjoncturel, un problème ponctuel, qui était la stabilité du pays. On a donné une trajectoire qui est la démocratie, qui est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, le vrai défi aujourd'hui, c'est démocratie et développement économique. Absolument. Voilà. Et il faut dire que en cette occasion, il aurait fallu dessiner également la trajectoire économique qu'on veut pour le Bénin. Comme ça, on aurait eu tout au moins un cadre dans lequel pourraient naviguer tous les chefs d'État qui se sont succédés. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les réformes, sinon les décisions ou les bases politiques qui ont été mises étaient également de facto pour la trajectoire économique du pays? Oui, peut-être dans la tête de ceux qui décidaient. Dans leur tête, oui. Vous savez, moi je pense que la conférence s'est beaucoup focalisée sur la mise en place des institutions, s'est beaucoup focalisée sur le fonctionnement des institutions, l'alternance au pouvoir. Ce sont des sujets très importants. Mais dans un pays comme le nôtre, qui a besoin vraiment d'un développement économique soutenu, je pense qu'il aurait fallu tracer les grandes lignes du développement économique du Bénin sur 30, voire 50 ans. Et à partir de ce moment-là, qu'un chef d'État soit socialiste, qu'il soit sociodémocrate, qu'il soit communiste, il va naviguer à l'intérieur et puis à partir de ce moment-là, on pourra juger. Parce que vous savez, tout ce qui touche à l'économie, ce sont les politiques qui mettent en place les décrets, les lois, etc. Est-ce que ce que je dois comprendre de ce que vous dites, c'est que normalement, en 90, lorsque la génération d'alors s'est assise,
il fallait définir ou adopter un plan de développement sur plusieurs décennies dans lequel rentrent tous les chefs d'État qui allaient prendre le pouvoir. Est-ce que c'est ça Il fallait dessiner les grandes lignes. C'est un peu ça, un peu de ça. Il fallait pas aller dans les détails, mais il fallait dessiner les grandes lignes. Voyez-vous, en cette période, en ce moment-là, lorsque nous avons des problèmes économiques, des problèmes des problèmes de nationalisation des entreprises, des problèmes de dénationalisation, des problèmes de privatisation, c'était des sujets dans le temps. Et je crois qu'il y avait deux options qui s'offraient. On pouvait s'arrêter à ce qui a été fait, donc prendre des options politiques importantes, même s'il fallait différer la mise en œuvre d'une autre conférence, mais cette fois-ci économique. C'est ce que je pense. Je pense que même si on n'avait pas pu discuter ou jeter les bases de l'économie du Bénin, on aurait pu planifier l'organisation d'une nouvelle conférence qui, cette fois-ci, aurait pu être complètement consacrée aux aspects économiques et sociaux. Est-ce que la chape de plomb que vous faites, le silence que vous décidez de faire, c'est que, autrement, c'est que le Bénin, depuis 90, a navigué à vue économiquement? On va pas dire naviguer à vue, on va dire juste qu'aujourd'hui, nous avons des chefs d'État qui prennent des options économiques que d'aucuns ou la majorité ou beaucoup de gens trouvent qu'elles sont en porte-à-faux avec les options démocratiques qui ont été prises. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui véritablement avait été mis en place pour qu'on ne prenne pas ces options économiques? Je ne sais pas si vous voyez. Il aurait fallu mettre juste des garde-fous. Moi, j'ai encore en mémoire Bénin Alafia 2025. Dans les années 2000, on va dire la moitié des années 2000. On se projetait sur 20 ans environ. Pourquoi la conférence ou une autre conférence, après cette conférence-là, n'a pas éventuellement jeté dessiner une grande trajectoire pour le Bénin sur 30-50 ans. Vous savez, un des problèmes majeurs des pays en voie de développement, c'est l'éternel recommencement. C'est l'antagonisme, ça dit, l'opposition qu'on fait entre les options économiques et la démocratie. Donc, il suffit qu'un chef d'État prenne une option économique qui soit purement capitaliste, je veux dire, qu'on peut le traiter tout de suite d'antidémocrate. Alors que rien, je dis bien encore, rien ne l'empêche de prendre cette option-là. Je pense qu'il y a eu ce manquement et il est plus sage aujourd'hui de dire qu'on a eu ce manquement. Et au lieu d'être en train d'exiger aujourd'hui une conférence des assises uniquement politique, je pense qu'une grande conférence économique est quelque chose qu'il va falloir faire aujourd'hui, demain ou à un autre jour. Monsieur Fadon, est-ce que ce que vous faites également autrement, c'est d'essayer de dédouaner les choix politiques et économiques de monsieur Patrice Talon? J'essaye de dire qu'il a toute la latitude de faire ses choix économiques. Je suis dans les choix économiques. Aujourd'hui, on oppose des choix économiques à l'option démocratique de 90. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que c'est simplement parce que on est en train de juger des actes, mais en les mettant dans un autre référentiel. Il n'y avait rien du tout qui encadrait les options économiques. Alors que nous savons que dans tous les systèmes démocratiques, tous ceux qui sont libéraux sont souvent taxés d'antidémocratiques. À tort ou à raison, hein, je ne suis pas en train de vouloir juger ici. Donc, je crois que quelque part, il serait bien pour ce pays, pour mon pays,
que nous parvenions à définir également l'orientation économique, mais je dis encore là les grandes lignes, parce que chaque président qui est élu a le choix des options économiques. Mais les options économiques doivent rester dans une orientation qui est vraiment fixée à long terme, sur lequel tout le monde est d'accord. Parce que dans ces orientations économiques, il y a de grandes questions. Aujourd'hui, la question de est-ce que l'État béninois doit aujourd'hui investir dans les entreprises privées, doit participer, ce sont des questions. On aurait dû décider de tout ça. Décider ça, parce qu'aujourd'hui, il est facile d'entendre des citoyens penser que telle entreprise publique appartient au chef de l'État ou telle entreprise privée est assimilée à une entreprise de l'État, etc. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des choses qui n'ont pas du tout été... Il n'y a eu aucune réflexion mise sur la place publique, disons. Alors, Arsène Fado, vous parlez, lorsque vous évoquez les failles ou l'absence d'orientation économique, vous évoquez également le problème du développement en griffe déséquilibré des régions. Vous trouvez que ça a un lien avec... C'est un point. Merci, madame la journaliste. C'est un point. Je disais, ça fait partie des grandes orientations qui vont sortir de ces assises dédiées au développement économique. Comment est-ce le développement équilibré du Bénin. Déjà, expliquez-nous un peu le... Oui, le développement équilibré, vous savez, un chef d'État a la latitude de choisir vers où il dirige les investissements en infrastructure, par exemple. Mais vous savez très bien que la politique a une influence importante. Oui. Voilà. Donc, pour éviter que demain, on ne développe plus une région, je le dis comme ça, de façon caricature, on ne développe plus le sud que le nord, qu'on développe plus l'est que l'ouest. Il suffit juste de tracer les grandes lignes, fixer une proportionnalité sur la direction, la distribution les choix des investissements de l'État, etc., etc. De manière à ce qu'on soit certain que, quel que soit le régime, autant il investira au fin fond du Bénin au nord, autant il investira au fin fond du Bénin au sud. Mais ce ne sont pas forcément des options qui doivent être uniquement laissées à un dirigeant. Au choix politique d'un dirigeant. Alors, lorsque j'écoute d'autres comme vous, ils disent également que si ce préalable avait été fait, qu'aujourd'hui, on ressentira un peu plus les mesures sociales prévues par le budget. Est-ce que... exactement. Vous pourriez nous en dire un peu plus. Aujourd'hui, tout le monde parle de le budget hautement social, le budget n'est pas social, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de mesures sociales dans les actions parce que directement dans le panier de la ménagère, on ne ressent pas. Exactement. C'est parce que je pense que ce genre de conférence ou d'assises va également se pencher sur ces aspects-là, parce qu'il faut noter que les aspects sociaux sont très importants pour les pays en voie de développement, dans lequel nous avons une grande partie de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, à partir de là, il faut qu'il y ait un cadre, ou tout au moins des orientations majeures qui encadrent la notion de mesure sociale dans les budgets.
La notion de mesure sociale dans les budgets aujourd'hui est une notion vague. De quelle façon de façon plus concrète. Est-ce qu'il faut prévoir un catalogue de mesures sociales? Exactement, il faut prévoir, il faut parvenir à définir c'est quoi les mesures sociales et fixer un minimum de mesures sociales dans le budget. Ce genre de choses, ce n'est pas exclu. Je donne des exemples, mais ça peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire que nous aurons à minima ce qui est prévu et à maxima ce que le gouvernement ou le président qui est élu est capable de faire. Lorsqu'aujourd'hui on dit que lorsqu'on a fixé à 20% un seuil minimum de représentation des femmes à l'Assemblée, ça ne veut pas dire que les femmes seront uniquement à 20%. Non. Elles peuvent aller au-delà. Il y a 20% de garantie. Oui. C'est de la même manière que cette conférence peut fixer un seuil de mesures sociales à minima. Quitte à un gouvernement qui est plus socialiste à faire plus, quitte à un gouvernement qui est plus libéral à faire moins, mais on aura un minimum de mesures sociales. On aura défini clairement c'est quoi les mesures sociales. Je crois que en matière économique, il y a quelque chose à faire dans le pays pour que qu'il y ait plus d'antagonisme entre les choix que fait un chef de l'État avec les options politiques qui sont prises. Toujours pour essayer de comprendre. Par exemple, lorsqu'on prend l'exemple des cantines scolaires, oui. Est-ce qu'on aurait pu prévoir les choses autrement pour obtenir plus de résultats? Prévoir les choses. Disons que aujourd'hui, le gouvernement actuel considère les cantines scolaires comme une mesure sociale. Oui. Mais beaucoup de citoyens, notamment de l'opposition ou d'autres, ne le voient pas comme ça. Mm-hmm. Tout simplement parce que c'est quoi une mesure sociale aujourd'hui? Je pense que, par exemple, lorsqu'on prend les cantines scolaires que vous avez pris, qui est un exemple, je pense, d'actualité, oui. Pour certains, les cantines scolaires peuvent être considérées comme une activité économique. Ah oui, de quelle façon? Parce que tous ceux qui approvisionnent ou fournissent des matières premières ou des services, des prestations de services pour cette activité-là, ils en tirent un profit économique. Mais est-ce que parce qu'on en tire un profit économique, ça cesse d'être une mesure sociale? Non, pas forcément. Okay. Une mesure sociale, c'est une mesure dans laquelle l'initiateur ne tire pas profit. Ça veut dire que dans le contexte actuel, l'État ne tire pas profit. Oui. C'est ce que ça veut dire. Normalement. Pour que cela soit une mesure sociale, parce que s'il n'en tire pas profit, ça veut dire qu'il supporte la charge. Vous voyez, oui. Voilà. Je pense que si cette mesure avait été cataloguée, bien définie, tout le monde aurait compris pourquoi les cantines scolaires sont une mesure sociale ou non. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire. Voilà. Donc je crois que c'est une insuffisance qu'il ne faut pas. Je pense qu'il ne faut pas le mettre. Comment dire on va pas faire supporter les acteurs de 90 cette insuffisance-là. On aurait peut-être été à leur place on n'aurait peut-être pas pensé mais je pense qu'aujourd'hui, voilà. Oui. Si on y pense, c'est un sujet important. Il nous faut trouver le mécanisme de tracer vraiment le développement économique du Bénin sur plusieurs décennies. C'est quelque chose d'important, de manière à ce que plusieurs chefs d'État, quand ils passent, qu'ils fassent le minimum, mais dans le cadre que toute la nation... Vous faites également le reproche de l'absence totale de débat économique au Bénin? Oui, et je pense que ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Le débat politique le débat politique prend beaucoup de place
très peu de débats économiques. Nous avons, alors que aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs, c'est que nous disons beaucoup de choses au plan politique, mais quand ces politiques accèdent au pouvoir, économiquement, ne sommes jamais satisfaits. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas alors le débat économique. Je ne sais pas si vous voyez. Ça me paraît évident. Alors, Monsieur Arsène Fador, après le constat de ce que la conférence des forces vives de la nation s'est beaucoup plus appesantie sur tout a été pour la politique aujourd'hui, 35 ans après. Est-ce qu'avec du recul, est-ce que vous relevez des failles également à ce niveau-là, ou des choses qu'on aurait pu faire, ou des cadres qu'on aurait pu mettre en place qui n'ont pas été mis en place? Oui, merci. Oui. Après avoir dit tout ça sur le plan économique, je pense que même au plan politique, qui a été vraiment le cœur de cette conférence-là, il y a eu, pour ma part, je vais dire, 2 insuffisances. La première, c'est que je crois qu'on aurait dû, compte tenu de l'importance de cette conférence pour le Bénin, on aurait pu mettre en place un cadre de concertation ou un cadre de suivi qui serait constitué de personnes considérées comme sages et des personnes qui ont participé à la conférence et qui étaient au cœur de la conférence dans un but de surveiller la trajectoire du Bénin après la conférence, de manière à pouvoir alerter que nous sommes en train de dévier ou non. Parce qu'aujourd'hui, lorsque d'aucuns disent on a dévié de cette conférence-là, vous convenez avec moi que d'autres trouvent qu'on a renforcé la démocratie. Et, on ne va pas se mettre ici à dire qui a tort, qui a raison, mais le sujet, c'est qu'on aurait dû mettre en place ce cadre de suivi qui serait constitué de personnes considérées comme sages. Et je pense que dans ce cadre de suivi, idéalement, toutes les personnes qui ont occupé des hautes fonctions ou des fonctions importantes, notamment, je pense aux chefs d'État qui se sont suicidés, je pense aux présidents de la Cour constitutionnelle qui se sont suicidés, aux présidents de la Cour suprême qui se sont suicidés. Donc, ces personnalités-là auraient pu faire partie de ce cadre-là, certains parce qu'ils connaissent les difficultés dans les fonctions qu'ils ont occupées, et d'autres parce que, compte tenu de leur âge, de leur expérience et de l'esprit même de la conférence, parce que vous pouvez regarder la conférence à la télévision, on peut vous parler de ça, mais je pense que l'esprit qui a prévalu ne peut pas être, on peut pas le voir. Donc je disais que ça c'était le premier aspect sur le plan politique qui, pour moi, a été... Aujourd'hui, avec du recul, qui a manqué. Ça a manqué. On aurait pu mettre ça en place, un cadre simple de personnes considérées comme sages et qui aurait pu aujourd'hui être la voix qui nous dit clairement est-ce qu'on a dévié ou pas. Voilà, je ne sais pas si cet aspect est très clair. Donc ça, c'était un aspect que je voulais vraiment relever sur le plan politique. Oui. Et je pense également que c'est au niveau de cette conférence-là, une fois qu'on a fait la conférence des forces vives, je pense qu'il y avait aussi la nécessité quelque part de se fixer à ce moment-là un horizon pour sa revue, pour réévaluer. Il fallait se fixer un horizon et qui allait être, à mon sens, même constitutionnel, de manière à ce que certains ne demandent pas aujourd'hui des assises et d'autres n'en veulent pas. Mais ça aurait pu être planifié et même si ça n'a pas le même nom,
mais ça allait être quelque chose de un grand rendez-vous un d'assises rendez-vous, à nouveau. et que tout le monde, comme ça, tout le monde s'y serait préparé. Et je pense qu'à cette occasion, certains, même si moi-même, à titre personnel, je ne participe pas, certains auraient peut-être déjà eu ces idées que nous évoquons aujourd'hui, qui seraient apparues au cours de cette revue-là et traitées comme telles par tous les participants. Donc voilà un peu ce que je pense que nous avons, ce qui nous a échappé à cette période-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a manqué également, puisqu'on en parle, comme un système d'éducation sur l'orientation politique qui devrait être appréhendé par les jeunes générations? Exactement. Ça, c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, nous avons pris l'option démocratique. Ouais. C'est une phrase. Ça reste une simple phrase. Il était de mon point de vue important que dès ce moment-là, c'est quoi la démocratie? Il fallait qu'on l'inculque aux jeunes générations qui aujourd'hui, 90 à aujourd'hui, a imaginé que ces enfants en 90 avaient 5 ans, aujourd'hui ils auront 30 ans. Je pense qu'ils seront aux 40 affaires. ans. 40 ans, excusez-moi. Oui. Ils seront aux affaires. Ils seront aux affaires. Oui. Et durant tout leur cursus, on leur a expliqué c'est quoi la démocratie, quelles sont les options, quelle option nous avons pris, etc. etc. Alors, il n'y a eu aucune éducation là-dessus. Et croyez-moi, aujourd'hui, nos parents qui sont dans certains villages ne votent pas parce que le gouvernement a pris telle ou telle option. Non. Ah oui. On ne sait pas pourquoi ils votent. Et d'ailleurs, je suis curieux qu'il y ait des investigations, des journalistes ou des cabinets spécialisés en statistiques, etc., qui nous sortent un peu des statistiques. Les gens votent pourquoi? Que ce soit en présidentielle, qu'est-ce qui guide le vote des Béninois? En ville ou dans les milieux, les milieux très civilisés, oui, on peut s'imaginer. Mais dans un village, vous pensez que c'est la qualité de ce qu'a fait un gouvernement? La proximité, essentiellement. Voilà. Les consignes de vote. La famille. La famille, voilà. Donc, aujourd'hui... le plus offrant. Dites-moi, quel est le lien entre tout ça et la démocratie? Donc, en gros, en fait, ça finit par ressembler à un marché de dupes. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de s'asseoir et de regarder tout ce qui a manqué à la conférence et de commencer par traiter ces sujets. Ce que vous demandez alors, ce n'est pas forcément des assises politiques à l'issue de tensions ou d'incompréhensions politiques, non, mais une nouvelle assise qui fait asseoir les fils et les filles du Bénin pour réévaluer, on va dire, la conférence nationale, ou les acquis de la conférence nationale, 35 ans après, plusieurs décennies après. Ici, à cette tribune, nous avons déjà évoqué 3 à 4 sujets. J'imagine qu'en fonction des compétences des uns et des autres, plusieurs autres sujets peuvent apparaître. Bien sûr. Donc, il est important de prendre ce temps, de trouver ce temps, que ce soit les gouvernants, que ce soit la société civile, que ce soit les opposants, oui, que ce soit même ce qu'on appelle les forces constituées, et qu'on s'asseye et que les gens viennent avec les sujets et qu'ils les mettent sur la table pour dire, voilà, nous avons fait ça, c'était bien. C'était beau, il fallait le faire. Face aux enjeux actuels. Mais aujourd'hui, voici d'autres sujets et les traiter. Parce que si on ne les traite pas, que ce soit le gouvernement actuel ou un autre gouvernement, ce serait même pipe, même tabac. Nous allons rebattre les cartes et nous reviendrons toujours sur les mêmes sujets. Arsène Fador, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Oui, je voudrais déjà vous remercier parce que ce n'est pas souvent habituel que les gens évoquent des sujets, mais pas sous un angle
passionnel parce que je pense, et ça c'était vraiment le but de ma présence. Je voulais vraiment que parce que c'était quand même un peu intriguant, sinon ça un peu intriguant qu'un expert industriel veuille aborder les questions. Exactement. C'est souffrir que je vois mon pays décoller très timidement, voire difficilement sur le plan économique, et que je constate malheureusement qu'il y a des sujets qui doivent être débattus au plan national, et tant qu'elles ne sont pas débattues, tant qu'on c'est pas fixé une trajectoire, il y aura ce que vous avez appelé navigation à vue, moi je dis, on ira dans beaucoup de sens, et ça plaira pas, et voilà. Donc je souhaite vraiment pour mon pays que nous amorçons un développement et que nous prenons une trajectoire dans laquelle nous ne nous arrêtons pas. Donc c'est vraiment mon souhait pour le Bénin pour les prochaines années. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci.